En 1945, un vent nouveau souffle sur la France. Un souffle de vie, celui d'une société nouvelle. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Ce sont l'ensemble des cotisations payées par tous les Français qui constituent les recettes de la sécurité sociale. Héritée des générations qui nous ont précédés, à nous de la préserver et de la transmettre aux générations futures. La sécurité sociale, citoyenne et solidaire depuis 80 ans. Bonjour à tous et toutes. Notre première séance de l'après-midi concerne un sujet brûlant, voire inflammable, la question des retraites. Elle a animé une partie de l'été, mais depuis quelques jours, elle est au cœur du débat politique et social et une condition pour la survie du nouveau gouvernement, même si premières motions de censure ont été repoussées ce matin. On ne parle depuis 2 semaines que de la suspension de dispositions sur l'âge, la durée de cotisation qui avait été votée par la loi de février 2023. Mais nous voyons aussi ressurgir dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 des dispositions qui avaient été discutées dans le fameux conclave non conclusif. Nous avons la chance pour évoquer la situation, les problèmes, les blocages actuels, mais aussi quand même les pistes pour l'avenir, de pouvoir compter sur 3 experts, 3 spécialistes de ces questions. Jean-Jacques Marette, ancien directeur général de l'Agirc-Arrco et animateur de ces travaux de la délégation permanente des partenaires sociaux. Monica Kaiser, conseillère principale du directeur de l'OCDE et chef responsable de la division des politiques sociales dans cette institution. Et enfin, nous avons Patrick Aubert, qui est économiste senior à l'Institut des politiques publiques. Je dois aussi dire que vous êtes tous les 3 membres du Conseil d'orientation pour les retraites et que vous suivez ces sujets au jour le jour dans toute leur complexité. Donc bonjour à vous, merci beaucoup d'être présents et présentes parmi nous. Pour nos auditeurs, je rappelle, n'oubliez pas de scanner le QR code pour vos attestations de présence au titre de la formation continue et bien sûr de poser vos questions sur le chat de discussion qui vous est proposé. Alors, pour évoquer ces sujets, on va d'abord parler un peu de nos questions franco-françaises et je vais me tourner tout d'abord vers nos 2 experts nationaux. Avec peut-être une première question à vous poser, à vous Jean-Jacques Marette, Patrick Aubert, sur les causes des déséquilibres ou des difficultés actuelles des régimes de retraite et les blocages actuels. Jean-Jacques Marette, on voit que les points qui avaient été discutés en conclave commencent à être distillés effectivement dans le débat public. Est-ce que vous pouvez nous indiquer et nous dire peut-être jusqu'à quel point vous aviez poussé avec les partenaires sociaux présents autour de la table le partage d'un diagnostic et aussi une discussion sur les voies d'évolution de notre système pour le rendre à la fois soutenable et garder un système qui soit juste et solidaire et nous dire peut-être dans les pistes de réforme qui avaient été évoquées, celles que vous retrouvez peut-être le plus dans le débat actuel. Donc ça peut être intéressant pour nos auditeurs d'avoir un peu ce dessous des cartes de celui qui a présidé aux travaux de la délégation permanente. Et ensuite, Patrick Aubert pourra nous donner aussi sa vision sur ces questions, les blocages, les lignes rouges très nombreuses qui sont exprimées. Est-ce que ces contraintes qui s'exercent sur le système de retraite et qui semblent ne pas pouvoir être ignorées, elles sont aussi fortes que ça? Est-ce qu'on réfléchit toujours en fait dans un même cadre, dans un cercle de contraintes qui pourrait être vu autrement? Voilà les questions que je souhaiterais vous poser pour lancer notre discussion et conversation. Donc Jean-Jacques Marette, par rapport à l'œuvre que vous avez faite et ce que vous voyez actuellement des grands points de débat, âge, durée évidemment, financement, carrière longue, il y a beaucoup de sujets. Merci Jean-Philippe, je ne vais sans doute pas traiter tous les sujets, simplement pour dire que le conclave et la création du conclave étaient logiques. C'est logique, les retraites, c'est 400 milliards de prestations, c'est 25% de la dépense publique. Et surtout, c'était le premier poste ou le premier item dans la lettre envoyée par le gouvernement Bayrou aux différents groupes politiques pour éviter la censure. Et cette création, on dit que le conclave a échoué, j'y reviendrai. En tout cas, il a un premier succès. Il y a eu à peu près 7 mois de stabilité. Donc, ce n'était pas forcément l'objectif et ça nous éloigne un peu de la retraite. Simplement, ce conclave, il intervient dans un... Et je reprends le titre de cette table ronde, c'est « Comment sortir de l'impasse ». Je pense qu'il faut
essayer d'apprécier l'impasse pour voir comment on pourra en sortir. Alors je vais le faire rapidement avant de venir sur les sujets concrets. Je pense que cette impasse, elle résulte, quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, on parle beaucoup trop de retraite en France, parce qu'effectivement, il y a une distorsion croissante entre la réalité et le ressenti. La réalité, c'est un système de retraite qui, après les 30 glorieuses, après être monté en vitesse de croisière, a plutôt des performances, alors Monica me contredira peut-être, mais a des performances plutôt satisfaisantes si on prend la durée de vie à la retraite, le niveau de vie des retraités ou le taux de pauvreté des retraités. Ça, c'est la réalité. Le ressenti n'est pas celui-là. Et le ressenti n'est pas celui-là, à mon avis, parce que alors ça dépasse la retraite. La retraite, on veut régler avec le système de retraite tout un tas de sujets, et on l'a bien vu au conclave, qui dépassent largement la retraite. Le rapport au travail fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut partir à la retraite et toucher la retraite la plus longue possible, et pendant la durée la plus longue possible, et de niveau le plus élevé possible. C'est d'ailleurs spécifique dans les risques de la protection sociale. En maladie, en chômage, en accident du travail, on cotise, mais on a envie de ne pas rencontrer le risque. D'en sortir le plus en vite retraite, possible. On a envie de le rencontrer, et puis en tout cas de toucher les prestations les plus longues possibles. Mais, et c'est la fin de cette... enfin, en tout cas, à mon sens, ce qui nous amène à cette impasse, c'est qu'il y a quand même, de manière diffuse, le sentiment que le système ne peut pas continuer comme ça, qu'il a un problème de soutenabilité, comme on est à l'EN3S, je dirais un problème de soutenabilité, un problème de solidarité et un problème de simplicité. Étant entendu que ce n'est pas trois défis de même niveau sur le sujet. Et cette problématique est devenue croissante. Elle a été identifiée il y a 40 ans, au moment des 40 ans de la Sécu, où on a identifié le fait que le vieillissement de la population allait poser des problèmes à la protection sociale, et en particulier à la retraite, puisque livre blanc de 91 à ce moment-là. Et en fait, cette distorsion, elle est croissante, et on voit bien que les réformes sont de plus en plus difficiles à adopter. Il y a eu 5 grandes réformes, et je ne parle pas, et je devrais en parler, des réformes des partenaires sociaux pour l'Agirc Arrco. Il y a eu, je ne sais plus, 7 ou 8 négociations des partenaires sociaux pour adapter l'Agirc Arrco à cette situation. Et dans ce contexte-là, effectivement, on voit bien 3 éléments. Dans les différents leviers, par exemple, on remplit beaucoup plus facilement la place de la Bastille en parlant de l'âge d'ouverture des droits qu'en parlant de la durée. Enfin, quand je dis cela, je dis aussi que pour sortir de l'impasse, pour trouver des chemins praticables, il faut aussi regarder les solutions qui sont possibles. Au-delà, il y a des totems mis en avant. Alors, second élément, et puis je vais venir vite fait sur le conclave. Second élément, c'est que quand il y a eu dans la réforme 2017-2010 l'idée de dire on essaie de remettre ça à plat, c'est une belle idée, mais je pense qu'une belle idée intellectuelle n'a de sens que si on a imaginé en même temps un chemin praticable. Et je ne suis pas sûr que le chemin était totalement imaginé quand il y a eu l'idée 1 euro cotisé produira les mêmes droits. Et puis, troisième élément, la réforme de 2023, alors là on cumule, on met l'âge et la durée dans la même réforme, et c'est la seule réforme dans toutes celles qu'on a pu évoquer qui passe avec le 49.3. C'est pas fermé. Ce débat-là n'est pas fermé. On dit qu'il y a un défi démocratique et d'où le conclave. Alors dans le conclave, il avait 2 sujets. Il n'avait pas de lettre de cadrage très précise. Les partenaires sociaux, les pouvoirs publics, sont restés assez larges sur le cadrage. C'était améliorer la réforme de 2023, puisque le sujet n'était pas totalement fermé, mais en même temps, essayer de trouver quand même un rétablissement de l'équilibre. Puisque même avec la réforme de 2023, le corps, conforté après par les audits de la Cour des comptes, montrait qu'il y avait 6,5 milliards de déficit encore avec la réforme pas suspendue en 2030 et 15 milliards en 2035. Donc il fallait garder un gabarit, mais on pouvait jouer à l'intérieur. À l'intérieur. Alors sur quoi on portait les travaux ? 3 sujets. Dans les améliorations de la réforme, on a parlé des âges. Je dis des âges et pas de l'âge, parce qu'effectivement le débat est hystérisé en France autour des 64 ans, mais l'âge de départ à la retraite, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a des exceptions, et puis il y a l'âge d'annulation de la décote. Enfin, donc on a parlé des âges. Dans le compromis final qui n'a pas été approuvé, les 64 ans restaient.
Tout le monde l'a oublié, mais et on se serait peut-être épargné quelques crises si l'expérience avait été moins inaboutie, si j'ose dire. Donc, en revanche, il y avait une proposition de baisser un petit peu l'âge d'annulation de la décote. Ça, c'était les âges. 66 ans et demi. Oui. Alors, c'était arrivé en pleine nuit, cette proposition que j'ai pu faire en pleine nuit pour essayer de désembourber le sujet. Simplement, l'âge était lié à quelque chose, était lié au débat sur l'usure professionnelle. Enfin, pénibilité quand on parle syndical et usure professionnelle quand on parle patronal. Mais, en fait, c'est le même sujet. C'est le même sujet, mais ce n'est pas forcément les mêmes approches. Ouais. Alors, usure professionnelle. Troisième élément en termes de solidarité, notamment les problématiques femmes-hommes, avec une proposition, je trouve, qui était plutôt intéressante de calculer différemment sur les 25 meilleures années, 24 ou 23, pour les femmes, suivant qu'on avait eu un enfant ou 2 enfants. Je reste un peu sur ces positions-là pour dire que sur le rééquilibrage, il y avait une sorte d'accord au sein. Il n'y a pas eu d'accord, donc je dis une sorte d'accord ou de pré-accord sur le fait qu'il était normal que les retraités prennent leur part dans le rééquilibrage. Et on voit bien que dans les propositions du compromis qui avait pu être mis sur la table fin juin, c'était plutôt une sous-indexation des pensions. Oui, les retraités actuels. Les retraités actuels, modulés éventuellement avec un alignement des taux de CSG entre les retraités et les actifs. Et puis, dernier point, en fait, les partenaires sociaux, dans le cadre du conclave, se sont dit mais il y a peut-être des sujets qu'on peut évoquer qui ne sont pas forcément l'amélioration. Ils y ont été incités par le Premier ministre et le ministre de l'économie, puis je crois que le nouveau Premier ministre continue aussi de les inciter à dire mais et si on pilotait plus large que l'Agirc-Arrco ? Donc il y a eu toute une réflexion, mais ça j'y reviendrai peut-être un peu plus loin, sur le pilotage en quelque sorte de l'ensemble. Et puis on a évoqué un sujet, la capitalisation, puisque c'est un sujet aujourd'hui très à la mode. Alors ce qui me frappe simplement, c'est que le débat a été plutôt serein, calme sur le sujet, et on n'a pas eu de guerre de religion. Simplement, au début, quand j'ai fait mon tour de piste pour fixer, j'ai senti que c'était une ligne rouge dans une organisation, mais qui ensuite a quitté d'ailleurs le conclave. Mais donc j'ai mis conséquences d'engagement réglementé pour que le gros mot ne soit pas dans le programme de travail. Mais c'était une dose 2 et pas en substitution ou en transformation mais personne de la ne peut répartition vers... Alors je vais terminer parce que j'ai sans doute été déjà beaucoup trop long pour dire que ça n'a pas abouti. Donc je parle quelquefois de symphonie inachevée. Ça n'a pas abouti. On peut tous avoir des responsabilités. Moi, je veux bien prendre mes responsabilités dans l'animation de ce conclave. Je pense qu'il y avait une dissymétrie des envies de négocier entre les collèges et il y avait une dissymétrie des prises de risque entre ceux qui prenaient le risque d'accepter les 64 ans et ceux qui avaient un peu plus de difficultés à prendre le risque sur l'usure professionnelle. Est-ce que ce n'était pas lié au fait que les 64 ans étaient déjà crantés et que si on ne faisait rien, de toute façon, ils restaient? Donc ceux qui défendaient plutôt effectivement cette mesure sur l'âge d'ouverture des droits avaient un point fort qui était ils étaient en position défensive et c'est plus dur d'être à l'offensive comme on le sait 64 ans étaient dans l'art de la guerre. Et il y a au moins une partie patronale qui n'avait pas envie, et on peut les comprendre, moi je le comprends parfaitement, qui n'avait pas envie que ce dossier soit rouvert. On a fait, au total, avec les administrations qui ont extrêmement bien travaillé, on a fait 106 études pour les partenaires sociaux. Ça, c'est un point positif. L'appareil d'État a été drôlement réactif et a bien fonctionné pour les partenaires sociaux. Ça, c'était inédit. Ça se fait à l'Agirc-Arrco où la direction met tous les éléments sur la table. Mais là, vous étiez sur l'ensemble du périmètre du système de retraite. Et les partenaires sociaux ont bien compris que sur l'ensemble, ils avaient besoin d'un outil. Et l'outil, c'est l'appareil d'État. Et ça, alors vraiment, je rends hommage à toutes les administrations, à la CNAV, au secrétariat du corps, et à vraiment toutes les administrations, DSS, Trésor, Social, Bercy et autres. C'est vraiment quelque chose qui a très bien marché. Et alors sur les âges, je vous garantis qu'on a tout. Vraiment tout regardé sur les âges avec l'âge d'équilibre, enfin sur les 63 ans, mais avec un âge d'équilibre à 65, enfin, dans tous les domaines. Reste que, au final, quand on lit le compromis qui était sur la table, les 64 ans demeuraient. Il y avait 66 ans et demi sur l'âge d'annulation de la décote. Il y avait des avantages. Et ce sont ces éléments-là sur lesquels le Premier ministre, qui ne voulait pas avouer un échec du conclave, il a reconvoqué. Je les reprends dans la loi de financement de la Sécu et qui sont, semble-t-il, actuellement, même si je n'ai pas lu le texte. Il y a la mesure, effectivement, par exemple, femmes,
24 meilleures années quand la personne a eu 2 enfants, je crois, et ensuite 23 meilleures années. Donc on retrouve perlé dans le texte effectivement certaines des mesures que vous aviez fait avancer. Alors Patrick, sur la question que j'ai posée tout à l'heure, ligne rouge, ligne de fuite, quelle peut être l'analyse un peu plus extérieure de personne qui n'a pas été le pape du conclave, si je puis... L'animateur du conclave comme Jean-Jacques Marette l'a été. Oui, bonjour, merci. Donc effectivement, en fait, c'est vrai quand on parle un peu des blocages, des contraintes, souvent on a le réflexe de l'amener par les contraintes un peu techniques et voilà, de voir un peu trop ce sujet comme un sujet technique. Alors je trouve ça assez intéressant d'essayer de clarifier, de voir ce qui bloque ou peut-être la manière de formuler les choses qui du coup va conduire au blocage. D'une certaine manière, équilibrer un système de retraite, d'un point de vue technique, c'est assez simple, hein, c'est un équilibre entre un âge de départ, un niveau des pensions et puis des prélèvements qu'on met en face pour financer. Et puis simplement, il faut faire un choix qui ne va pas avoir les mêmes conséquences. C'est un Airbus avec 3 pédales en fait. Voilà, donc c'est simple. Après, tout commence quand les lignes rouges arrivent. Alors c'est bien qu'il y ait des lignes rouges, hein, que chacun s'exprime, mais si on essaye de faire la liste des lignes rouges, on a, de façon un peu schématique, hein, vous allez avoir les employeurs qui expliquent qu'on ne peut plus augmenter les taux de cotisation parce qu'ils sont déjà très élevés, puis qu'au-delà, ça mettrait en danger la compétitivité des entreprises françaises, elles seraient obligées de licencier, etc. Vous allez avoir, de façon schématique, un peu les syndicalistes qui disent pour l'âge, on ne peut plus aller plus loin, il y a une usure professionnelle, il y a plein de gens qui ne peuvent pas travailler. Si on les oblige à aller plus loin, en fait, ils vont être au chômage ou invalides ou autre, donc ça ne va pas. Et puis, troisièmement, il y a les politiques qui disent oui, mais au niveau des pensions, là, les retraités, si on baisse leur pension, si on gèle leur pension, ils vont être dans la misère et puis ils sont trop vieux pour travailler, donc ils sont bloqués. Donc, autour du rapport de 62. Chacune des raisons, elle est bonne, hein, il y a quelque chose, mais sauf que si on fait la ligne de ces 3 lignes rouges sur, en gros, les 3 pédales de l'Airbus, on est bloqué, il n'y a rien à faire. Et alors, comment passer ça? Alors, évidemment, derrière, à chaque fois, c'est des choses vraies, hein. La compétitivité des entreprises est importante, la capacité des salariés à prolonger leur carrière est importante, le pouvoir d'achat des retraités aussi, mais toutes les entreprises ne vont pas mettre la clé sous la porte si on augmente les cotisations, tous les salariés ne vont pas devenir chômeurs si on leur demande de partir plus tard, et tous les retraités ne vont pas être dans la misère. Voilà. Donc, en fait, c'est ces dimensions, il faut bien sûr en tenir compte, il faut les internaliser, mais il faut les voir comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des contraintes, des dimensions à intégrer dans la réflexion générale, mais pas quelque chose qui suffit à poser une ligne rouge. Donc là, il y a un peu un effort, un peu toutes les parties prenantes, en disant, peut-être de faire un pas en arrière, que ce ne soit pas des lignes rouges, mais en gros des lignes oranges, quoi, disons des points d'attention, mais pas... voilà. Je pense la deuxième, peut-être un peu blocage, c'est parfois une formulation des choses qui laisse penser que... l'état de la discussion, il est plus petit qu'on ne le pense, et donc en fait, que ce soit porté que sur un aspect. Il y a plusieurs manières de formuler ça. Une des manières, si on veut lister un peu celle qu'on entend souvent, c'est la référence à un déficit caché. En gros, l'idée, c'est non, en fait, on a un gros déficit. En fait, les ressources sont plus faibles que ce qu'on pense. Et ça, c'est une manière de dire, en fait, on n'a pas assez de ressources. Donc le problème, c'est uniquement les droits. Et donc du coup, en fait, la seule réflexion, ça doit être comment on diminue les droits. Ou à l'inverse, une autre formulation du même genre, c'est de dire, en fait, quand on regarde en projection, la part des dépenses, elle est stable alors que les ressources baissent. Donc, il n'y a pas de problème de dépenses, il n'y a qu'un problème de ressources. Oui, on a même parlé de mensonge du déficit chez certains économistes. Voilà, le mensonge d'État sur le déficit de la Sécu ou des retraites. Voilà. Mais du coup, ça donne l'impression, en fait, finalement, le débat, il est que d'un côté... Alors, si on réfléchit, en fait, c'est absurde. Enfin, un système de retraite, c'est une construction sociale, donc c'est un choix de l'ensemble des paramètres. Et il n'y a pas de raison de penser qu'il y en a certains qui nous viennent du ciel et donc sur lesquels on ne peut rien dire, et puis d'autres qui seraient... voilà. Donc, il faut aussi savoir dépasser ça. En fait, finalement, c'est pas parce que des choses ont été mises en place par le passé que c'est des impératifs sur lesquels on ne peut plus revenir. C'est la sécurité sociale, on décide de la manière dont on le permettre dans toutes ces dimensions, et donc tout est ouvert au débat. Et peut-être la troisième, un peu limite, c'est un peu l'idée de penser qu'il y a un peu des solutions magiques, que le problème c'est, en fait, il y a quelque part quelque chose auquel on n'avait pas pensé, on va chercher, et puis d'un coup, ça va être la solution à tout, et puis... Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu à somme nulle, mais malgré tout, il y a quelque chose de mécanique. On ne pourra pas faire quelque chose où tout le monde va y gagner, où tout le monde sera content. Ça n'a pas été un petit peu le couple âge-durée par rapport à ces sujets Est-ce qu'on fait le choix de l'âge? Est-ce qu'on fait le choix de laisser jouer uniquement la durée? C'est cela dans la limite où on se dit il y a une combinaison qui est juste qu'il faut trouver et qui va être miraculeuse là, qui tient. Mais en fait, l'âge et la durée ont chacune des conséquences, des avantages, des inconvénients. Et même si on fait une pondération des deux, on fera une pondération des avantages et des inconvénients. Non, l'exemple que j'ai peut-être en tête, c'était, on a pris l'exemple à la capitalisation. Alors ça peut être un sujet qui est tout à fait légitime. Il y a plein de raisons. C'est une bonne chose d'en discuter. Ce qui est un peu gênant, c'est quand on présente la capitalisation comme la solution miracle. Nos systèmes ne vont pas bien et que la capitalisation, on va les régler. En fait,
on peut penser à mettre en place la capitalisation, ça n'empêcherait en fait qu'il y a une question d'équilibre des systèmes par répartition. Donc c'est bien comme sujet de débat, c'est pas bien comme solution magique. Et d'une certaine manière, en fait, quand on dit tout ça, il y a un certain paradoxe. Et on dit, on n'arrête pas de parler des retraites. Voilà, c'est une discussion perpétuelle, mais en fait, il n'y a pas de vrai débat sur les retraites. En fait, on parle des retraites, chacun dit ce qu'il ne veut pas, chacun parle des leviers qu'il ne veut pas, mais un débat au sens de choix de finalité, explicitation de principe, arbitrage courant compte. Donc voilà, et ben finalement c'est un peu absent. Donc c'est un peu ça qui manque finalement. Comme je dis, on parle un peu trop de ce qu'on veut pas et peut-être pas assez de ce dont on parle. Un peu tronqué, mais pourtant les finalités des régimes des retraites, elles ont été inscrites dans la loi par les lois de réforme successives. On a un comité de suivi des retraites qui doit venir mesurer en fonction de certains indicateurs effectivement les bonnes propriétés du système de retraite, celle que Jean-Jacques Marette estimait meilleure que l'image qu'en ont une majorité des Français. Et normalement, on a mis quelques encres. Et je voudrais peut-être, avant de passer la parole à Monica Kaiser, vous demander sur ces questions, notamment d'équité, entre régimes, d'équité intergénérationnelle. On voit, et Jean-Jacques, dites-moi si je me trompe, qu'en contrepartie du maintien des 64 ans, c'est beaucoup des mesures d'équité qui ont été mises en avant. La correction des inégalités d'espérance de vie à la retraite en fonction de la profession, de la dureté de la profession exercée, les mesures au bénéfice des femmes pour corriger les inégalités du monde du travail face à la possibilité d'avoir des bonnes années de salaire ou les bons trimestres pour partir sans minoration de la pension. Ces sujets d'équité, ils sont rarement évoqués en fait au premier plan, au profit de grands paramètres très... Voilà, très totémique, comme je le disais tout à l'heure. Alors peut-être sur ces aspects d'équité, vous interrogez. Je rebondis un tout petit peu sur ce que Patrick disait. Dans mon premier tour de piste avec l'ensemble des partenaires sociaux, je leur avais dit, je n'ai qu'une contrainte, je ne veux pas entendre parler de lignes rouges. Sinon, je fais l'addition des lignes rouges et on arrête le conclave ce soir. Bon. Il se trouve que, en fait, dans ce qui a été évoqué, c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler des retraites et en même temps, on n'a pas trouvé d'enceinte pour pouvoir, ou de démarche pour pouvoir progresser. On a fait une réunion qui était très intéressante et d'ailleurs, dans le projet de compromis, les partenaires sociaux, s'ils avaient signé, avaient dit on veut ouvrir une négociation sur le pilotage du système de retraite. Alors, c'était le pilotage du privé. Je ne vais pas, parce que ça dépasserait le problème du privé, du public, des formats, des gouvernances du public et du privé. Ça, je vous garantis que je l'ai approché de près. C'est sous-optimal, on va dire ça comme ça. Mais en fait, dans le pilotage, ce qu'on a vraiment échangé, c'est que le pilotage, ce n'est pas savoir qui pilote. C'est d'abord quels sont les objectifs d'un système de retraite. Et fondamentalement, si dans l'année qui vient, puisqu'on reparle d'une nouvelle conférence, je ne sais pas dans quel cadre ni comment, mais si dans l'année qui vient, on pouvait fixer des objectifs, et pour rebondir par rapport à votre question, les objectifs, c'est des objectifs de pérennité, donc peut-être financière, mais c'est des objectifs d'équité intergénérationnelle, d'équité intragénérationnelle, d'équité entre femmes et hommes. C'est aussi peut-être de suivre avec des objectifs un certain nombre d'indicateurs. Le niveau de vie des retraités ou oui, le taux de pauvreté des retraités. Mais peut-être l'emploi des seniors aussi, parce qu'on voit bien qu'avec l'usure professionnelle, on touche. Et c'est d'abord des objectifs. Ensuite, c'est de définir un cadre de pilotage. Et dans le cadre de pilotage, moi, alors là, c'est peut-être un biais Agir Carco, mais effectivement, c'est déjà de fixer un horizon raisonnable de pilotage. Au corps, on fait des travaux magnifiques à horizon 2070 et c'est justifié dans un conseil d'orientation, mais ce n'est pas un outil de pilotage. Et est-ce que c'est 15 ans, est-ce que c'est 20 ans ? C'est sans doute difficilement au-delà. Donc un horizon de pilotage. Est-ce que la loi de financement de la Sécu est un bon instrument pour piloter un régime de retraite ? La réponse est sans doute non. Ou en d'autres termes, on peut peut-être séparer un pilotage stratégique et un pilotage tactique. Un pilotage stratégique tous les 5 ans et un pilotage tactique. Donc, fixé. Et puis après, on décide comment on articule le rôle respectif des partenaires sociaux et des pouvoirs publics. C'est-à-dire, c'est un ensemble. Le pilotage, ce n'est pas la gouvernance qui fait quoi. Et si on progressait sur cet ensemble, peut-être que c'est une voie pour commencer à sortir de l'impasse.
Merci. Patrick, sur ces questions aussi, alors, du coup, je vais profiter les grands fondamentaux du direct pour sur cette question du pilotage, on va peut-être parler d'équité. Je pense en fait une difficulté aussi qu'on oublie, c'est parfois quand on a l'impression que le sujet c'est on est à l'équilibre et puis il faut juste voir comment on fait pour ne pas s'en écarter. En fait, c'est pas ça. C'est plutôt quand on regarde un peu le sous-jacent de l'équilibre qui n'est pas totalement clarifié parce que les réformes des retraites disent on veut revenir à l'équilibre en 2030 et on n'explique pas quel est le chemin pour y aller. Or, si on regarde le sous-jacent, en fait, on n'est pas sur un point auquel on rester, c'est plutôt, on marche sur une espèce de ligne de crête où tout bouge, le taux de remplacement, il bouge petit à petit, il diminue à l'infini, les prélèvements, ils bougent aussi parce qu'il y a des effets de composition liés à la part de l'emploi public, etc. Et donc, c'est toujours plus compliqué de marcher sur une ligne de crête en pente avec des précipices des deux côtés que simplement se dire je suis à un endroit, j'y bouge pas. Et c'est une des difficultés. En fait, ce qui manque aussi, c'est que comme on définit uniquement l'équilibre à un certain horizon, dès qu'on s'en écarte, on ne sait pas où on est. Et, alors que si on avait, on disait j'ai une trajectoire où chaque année, j'ai dit quelle page je vais faire, l'âge, on attend qu'est-ce qu'il évolue ainsi, le niveau de pension il évolue ainsi, les prélèvements évoluent ainsi, si à un moment on s'en écarte, on sait là où on s'en est écarté et on sait comment y revenir. On n'est pas dans l'inconnu avec on n'est pas dans l'inconnu. l'angoisse que ça crée. Peut-être cette focalisation sur un horizon, l'équilibre, en fait, on oublie de dire le chemin qu'on veut prendre. Après, voilà, sur peut-être revenir sur la question de l'équité, peut-être sur deux exemples. Alors, c'est vrai que la loi définit des principes. Si on lit ces principes, ils sont très beaux, mais ils sont définis en termes très larges. Il y a le système de retraite garantit un niveau de vie satisfaisant pour les retraités. C'est très bien. Ça veut dire quoi? C'est des revenus en rapport avec les revenus de l'activité. C'est très bien, mais c'est pas assez précis. Donc en fait, on manque de l'étape d'après, c'est-à-dire de préciser. Sur l'âge, il y a un moment quand même où on a fait un vrai effort de définir. Au moment de la réforme de 2003, on a créé cette fameuse règle de partage des gains d'espérance de vie. Les 2 tiers, fameux 2 tiers, 1 tiers qui stabilisaient. Donc c'est très bien. Sauf que quand on se donne un outil clair, c'est bien de s'y tenir. On peut constater que dans le débat de 2023, personne ne l'a évoqué. Alors ni le gouvernement pour dire pourquoi il s'en écartait, ni l'opposition pour dire c'est notamment comment on surveille. Donc en fait, c'est bien d'avoir un outil, il faut qu'on s'en rappelle ensuite et qu'on s'en serve. Sur l'âge, en fait, ce qui est intéressant, c'est on a un système, on a rappelé, il n'y a pas un âge, mais il y a des âges, notamment en fait, ce qui est particulièrement important, c'est le moment où on donne le taux plein, qui est un peu le taux de référence pour la retraite, et on a un système qui est quand même très individualisé, où certaines personnes vont avoir leur taux plein dès 60 ans, et puis d'autres vont devoir attendre 67 ans. Donc, la question finalement, c'est pas uniquement comment on augmente l'âge moyen de départ à la retraite, mais c'est aussi comment on le module, qui ça augmente. Et donc en fait, en gros, qui doit pouvoir partir plus tôt, qui doit pouvoir partir plus tard. Si on faisait un micro-trottoir, si on réfléchissait comme ça, je pense qu'on aurait des réponses très, très similaires. Les gens diraient, les gens qui doivent partir plus tôt, c'est les gens les plus usés, les gens qui sont plus en capacité de travailler, etc. Et puis à l'inverse, ceux qui ont un métier plus facile, qui sont plus qualifiés, donc, doivent partir sous voile plus tard. d'ignorance, ça fonctionne. Sous voile d'ignorance, ça fonctionne. Si on regarde ce que fait notre système, c'est pas du tout ça, voire c'est le contraire. Donc on a finalement les gens qui sont bien insérés dans l'emploi, qui peuvent partir très tôt, et puis les précaires qui ont des carrières hachées, qui doivent attendre le fameux âge d'annulation de la décote de 67 ans. Et donc en fait on a un système qui individualise, mais finalement on ne peut pas justifier ça par des écarts d'espérance de vie, parce que ça ne correspond pas. On ne peut pas justifier ça par l'état de santé, on ne peut pas justifier ça par plein de choses. Donc à un moment il y a une question, soit... c'est quand même, quels sont les critères qu'on veut? Donc, soit nos critères, c'est vraiment plutôt l'usure professionnelle, mais il faut peut-être être prêt même à aller jusqu'à remettre totalement à plat nos règles actuelles, notamment l'importance qu'on donne au fait d'avoir une carrière complète, voire une carrière longue. Soit non, pour des raisons historiques, on veut quand même cet avantage donné à certains types de carrières, mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire semblant de dire que le souci, c'est les plus usés. En gros, il faut se donner des principes qui soient cohérents avec ce qu'on fait. Peut-être, je ne sais pas si je... On va peut-être passer la parole, merci Patrick, à Monica Kayser, parce qu'elle a cette position privilégiée de l'OCDE que de pouvoir observer effectivement les questions sous un angle très large, incluant aussi la question des taux d'emploi, de l'emploi des seniors, et puis de pouvoir comparer les systèmes de différents pays. Et Monica, peut-être une première question un petit peu générale. Est-ce que sur ces questions de retraite, il y a vraiment une fièvre française, une fièvre hexagonale qui fait que la température monte très rapidement? Est-ce que les autres pays que vous observez sont traversés par ces re-questionnements très fréquents et permanents et ce système qui semble devoir être réformé en permanence? Ou est-ce qu'il y a peut-être plus de stabilité ou de sérénité dans ces débats?
Alors, je pense qu'il faut dire que c'est un problème de réformer les retraites partout dans le monde. Donc, il n'y a aucun pays où ça passe très facilement, où tout le monde est content quand on dit on va travailler plus longtemps, ou on va baisser les retraites, ou ça va coûter plus. Donc, ça, c'est universel, je dirais. Il y a quelques pays où c'est plus virulent, si vous voulez, comme débat que dans d'autres. Mais la France n'est pas seule. Il y a 2 jours, il y avait une grève générale en Belgique. Et l'âge de retraite jouait aussi un rôle important dans cette grève. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Mais il faut quand même dire que la virulence, les émotions, la fréquence aussi, ça c'est quand même particulier en France, je pense. Et moi j'ai toujours dit, chaque pays, et le mot a été utilisé avant, a son totem. Et en France, c'est l'âge. C'est très très important. C'est tout ce qui vient avec l'âge, cette idée. On a peut-être aussi oublié un peu le fait qu'une assurance sociale est justement une assurance pour partager les risques. Et ça, c'est en général, dans beaucoup de pays, on observe que maintenant, on voit que ça doit être individualisé, mais non, mais moi, je vais vivre plus longtemps, et donc, moi, j'ai besoin de ça, et moi, je vais mourir plus tôt, donc, il me faut plus, et j'ai acheté avec mes cotisations une bonne partie de ma vie en loisir, si on veut, mais pas seulement en loisir, sans travail, mais aussi en bonne santé. Et ça, c'était pas du tout quand l'assurance sociale a été inventée en Allemagne d'abord. Très peu de gens arrivaient à l'âge de retraite. Heureusement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais il faut se souvenir de temps en temps que c'est une assurance. C'est pas un système d'économie, d'épargne individuelle. Si on veut ça, c'est autre chose. C'est un autre système. Et donc, oui, c'est compliqué partout. Mais quand il y a totem âge de retraite ici, en Allemagne, par exemple, totem et taux de cotisation. Et ça s'explique parce que l'Allemagne est un pays qui est très porté sur des exportations. Et donc, ils ont très peur que le coût du travail va être trop élevé. Et c'est déjà très élevé. Comme avec la France et Belgique, ce sont des pays qui ont le plus de coûts en plus des salaires. Mais il faut aussi regarder pourquoi, quels sont les autres compléments. Par exemple, en Allemagne, il y a une assurance pour la dépendance qui est obligatoire. Et en France, on n'a pas encore ça. Donc, il faut pas seulement voir le système de retraite et son coût isolé, mais dans l'ensemble de toute l'assurance sociale et tout le système de protection sociale. Et je pense qu'en fonction de ça, les attentes sont différentes. Et on a fait aussi une étude très intéressante. On fait des sondages dans tous les pays. Ça s'appelle les risques qui comptent, qu'on fait tous les 2 ans. Et on demande aux gens, aujourd'hui dans 27 pays, je pense, qu'est-ce qui les inquiète, qu'est-ce qui les empêche de dormir pour l'avenir, leur famille, dans l'immédiat, dans 10 ans et dans le futur, pour leurs enfants et tout ça. Et ce qui ressort, c'est on a fait une comparaison entre l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Et ceux qui sont globalement le plus contents, le plus optimistes par rapport à la protection sociale dans ce sondage sont les Anglais. Et pourtant, ils n'ont pas un système de protection sociale extraordinaire. Et ceux qui sont le moins contents sont les Français. Parce que même s'ils ont plus de prestations, ils ont quand même l'impression que très vite, ils pourraient se trouver à la rue, sans rien, en pauvreté extrême. Et donc, il y a aussi un composant culturel qui est très difficile à cerner, très difficile à rechercher et très difficile à changer, je pense. Merci. Donc, dans les préférences que peuvent avoir les différents pays, on va avoir des débats qui vont s'axer autour d'une des dimensions, autour des leviers sur lesquels on peut jouer. Juste sur cette question-là, parce que la comparaison avec les autres pays est très souvent utilisée dans le débat public, dans le débat politique, et on dit, l'Espagne est à 67, l'Italie, regardez, 67, et puis après on dit, mais non, regardez, la Suède, on peut partir à 62 ans, pays social-démocrate, etc. Est-ce que vous avez des moyens d'estimer en fait quel est cet âge auquel on peut partir à la retraite sans être trop pénalisé, sans que ça soit un choix de je pars tôt mais j'aurai nécessairement une pension très petite. Est-ce qu'il y a des âges de référence que vous pouvez vous mobiliser pour essayer de dire
au-delà de l'âge moyen ou de celui qui est affiché dans les tableaux qu'on voit de comparaison, un petit peu comment se situe la France par rapport aux autres pays? Donc, à l'OCDE, on utilise 2 mesures différentes par rapport à l'âge. Le premier, c'est ce qu'au début, on pensait qu'il était très facile à mesurer, c'est l'âge normal de retraite. Et puis après, on a commencé à regarder, on a 38 pays membres, et on a fait un tableau, et il y avait autant de notes sous le tableau qu'il y avait chiffres dans le tableau. Parce que partout, c'était oui, mais on peut partir avec 45 ans, 40 ans, 37 ans et demi de cotisation, mais oui, mais on peut partir à 60 avec des cotes. Bon, ça ne va pas marcher. Ouais. Donc, on a inventé, si vous voulez, notre propre âge normal de la retraite, et on a dit à quel âge est-ce qu'un jeune rentre normalement, ou une jeune, dans le marché de travail aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est environ 22 ans. Et on a dit, OK, on prend les gens dans chaque pays, une personne qui a 22 ans et qui travaille jusqu'à l'âge où cette personne aura droit à une retraite sans décote. Et ça, pour nous, c'est l'âge normal de retraite. Et donc ça, c'est sur le papier. Mais évidemment, dans tous les pays, il y a des tonnes de pré-retraite et des gens qui prennent des prestations d'incapacité. Il y a des employeurs qui ont des deals pour payer pendant 2 ans avant l'âge de retraite et tout ça. Donc, on regarde aussi ce qu'on appelle l'âge effectif de retraite. Et là, on prend l'âge auquel, dans chaque pays, les gens sortent en moyenne du marché de travail et pour toujours, qui ne reviennent plus. Donc, c'est leur sortie permanente. Et ça, c'est calculé sur une moyenne de 5 ans pour éviter d'avoir des pics dus à une crise économique ou quelque chose comme ça. Et on voit quand même que dans beaucoup de pays, c'est bien en dessous de l'âge de retraite. Et si, avec cette méthode, on prend la France, on est déjà, pour nous, à l'OCDE, l'âge normal de retraite. Si on prend une personne qui commence à 22 ans, elle ne peut pas partir avant 65 ans. D'accord, donc vous essayez de voir en fait ce qui fait que à un moment, la personne va pouvoir jouir de droits suffisants pour se retirer du marché du travail avec un taux de remplacement par rapport peut-être à sa génération, aux autres retraités qui soit satisfaisant. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, une majorité de personnes tournent autour de cet âge-là. Avant, il serait trop... Non, c'est pas... Non, c'est pas du tout ça. C'est juste, c'est basé sur la législation. Oui. C'est pas un jugement si c'est satisfaisant ou pas. C'est tout simplement jusque quand est-ce que quelqu'un doit travailler pour ne plus avoir des décotes. Voilà, c'est le pays qui décide. On va dire que peut-être le pays estime que c'est suffisant. Parce que c'est comme un âge pivot. Oui, c'est peut-être, on dirait un âge pivot entre les décotes et les surcotes. Et donc, ça change de pays en pays. Et ce n'est pas à nous de dire, par exemple, à l'OCDE, on ne dit pas que ce qui est suffisant, ce qui n'est pas suffisant. C'est plutôt d'autres indicateurs qui nous disent que si vous avez des taux de pauvreté parmi les personnes âgées très élevés, c'est très probablement pas suffisant. Mais on a aussi des pays membres où ce n'est pas forcément la caractéristique ou les paramètres de l'âge de système de retraite. Ça peut aussi être parce que les gens n'ont pas droit, parce qu'ils sont indépendants, parce qu'en Corée, ça a été introduit il y a seulement quelques décennies, et donc il y a plein de personnes âgées qui ont droit à rien. Donc il faut vraiment regarder le contexte aussi dans lequel chaque pays a introduit son système et comment ça fonctionne. Donc tout ça doit inviter à relativiser effectivement les comparaisons directes, à éclairer effectivement avec d'autres dimensions que vous citiez. Peut-être juste pour prolonger aussi ces débats sur la façon dont la discussion s'organise en France avec ce sujet qu'évoquait Jean-Jacques, Patrick Aubert aussi, cette ligne de crête, etc. Est-ce qu'il y a des pays qui ont trouvé un moyen en fait d'équilibrer plus automatiquement leur système ou leur régime de retraite avec des jeux de correcteurs prenant en compte aussi le ratio entre les actifs et les retraités, ou les cotisants et les retraités, de prendre en compte aussi la taille des générations, parce que peut-être dans le procès parfois injuste qu'on fait aux retraités actuels en France, on ne peut pas leur reprocher d'être nés en nombre. Ils n'ont pas choisi d'arriver dans des générations de 870 000 personnes, etc. Donc on peut dire que peut-être ils ont été insouciants et ont cherché à proroger des paramètres très généreux alors qu'ils devenaient moins
possible de les financer, ou alors au détriment d'autres priorités, mais on ne peut pas reprocher le nombre d'une génération. Et donc, à un moment, en France, on regardait beaucoup le Conseil d'orientation des retraites, gouvernement, partenaires sociaux, les modèles scandinaves, les modèles en compte notionnel, avec cette idée qu'on allait jouer sur certains paramètres pour essayer de garder un équilibrage permanent des régimes de retraite. Alors, est-ce que ça fonctionne d'après ce que vous pouvez observer à l'OCDE ? Donc, pour la Suède, par exemple, ça a été introduit à la fin des années 90. Je pense que ça a commencé en 2000 et ça fait quand même 25 ans maintenant qu'ils ont l'expérience avec ce système. De l'extérieur, ça fonctionne assez bien. Notamment, ces ajustements sont faits. Mais il faut aussi dire qu'ils ont commencé cette réforme, ils avaient plein de réserves. Et donc, ils ont inclus le niveau des réserves dans le calcul des prestations et notamment dans l'indexation pour voir comment on pouvait prendre en compte le fait qu'on avait quand même une trésorerie dans le système et ne pas la perdre. Les réserves, ça atténue l'impact des mesures que l'on doit prendre parce que ça fait un apport de ressources, effectivement, qui évite... Pas tout à fait. Ils ont même rajouté dans l'ajustement le ratio des réserves et dépenses. Et si ça arrivait à un niveau un peu dangereux, pas trop bas, ils commençaient à baisser encore plus les retraites. Oui. Et donc, dans la mesure qu'ils ont l'écureuil regardait les noisettes qui restaient à grignoter, c'est ça. Exactement. Et ce qui est assez étonnant, peut-être pour la France d'observer ça, que les Suédois, dans l'ensemble, ils ont plus ou moins bien accepté le fait qu'il y avait ces ajustements nécessaires parce qu'il y avait un discours très fort aussi intergénérationnel. Les gens se sont dit, bon, je dois travailler quelques temps en plus, mais étant jeune, j'ai toujours beaucoup plus de retraite que mes parents l'ont eu. Donc, il y avait plus de peut-être de connaissance ou plus d'acceptation de ce rapport intergénérationnel. Un autre argument qui est souvent utilisé, c'est que les syndicats sont très forts, le partenariat social est très fort en Suède, et qu'il y a beaucoup d'attention déjà au bien-être au travail, les rapports tout au long de la vie. Donc, ça fait moins peur de travailler un peu plus longtemps si on est globalement bien dans son travail, si on se sent respecté, si les employeurs font pas mal de choses pour que les gens puissent rester en travail. Et si on a un rapport plutôt positif au travail, ça va être plus facile. Et après, est-ce que ça s'équilibre automatiquement au coût de parfois baisser nominativement les retraites? Et ça, ce n'est pas partout où ça serait accepté non plus. L'Allemagne a aussi un mécanisme d'ajustement, mais quand il fallait baisser nominativement les retraites, les Allemands, ils ont dit non, on arrête. On le gèle. On débraye. On gèle à zéro, mais on va le rattraper dans les années suivantes quand il faut augmenter, selon cette formule. On va augmenter moins pour rattraper le temps qu'on a le montant qu'on aurait dû ajuster avant qu'on n'a pas fait. Donc il y a plusieurs mécanismes et évidemment quand vous avez dans les pays où vous avez des retraites capitalisées, complètement capitalisées, c'est automatique parce que quand c'est individuel, vous arrivez à la retraite avec votre pot d'argent et on va dire votre génération, vous avez une espérance de vie de telle et on va étaler soit avec une assurance privée, assurance de vie privée, avec annuité, ou avec un plan de comment retirer, on va adapter ça à l'espérance de vie. Donc il y a de plus en plus de débats et de plus en plus de pays qui essaient de faire comme on a eu en France, notamment, comme on a dit tout à l'heure, avoir de 2 tiers, 1 tiers, c'est presque la norme, 2 tiers, 1 tiers. C'est assez consensuel, ça. Et par exemple, mais il y avait aussi le Danemark qui a fait au début 100%, et là ils se sont rendus compte que mettre 100% des gains d'espérance de vie sur le travail, ça c'était peut-être un peu fort, et ils pensent que c'est pour ça qu'ils arrivent très vite à un âge de retraite de 70 ans. Ça fait couler beaucoup d'encre aussi récemment. Et là, ils disent déjà, moi, on va voir peut-être qu'on ne va pas aller beaucoup plus au-delà de ça. Mais bon, si on arrive déjà à 70... Oui. C'est déjà des âges qui paraissent élevés par rapport au débat qui se noue dans notre pays. Peut-être Jean-Jacques Maret, Patrick Aubert, si vous avez des réflexions par rapport à ces éléments. Merci beaucoup, Monica Kaiser. Peut-être un instant pour revenir un tout petit peu sur le cadre général de pilotage. Là aussi, peut-être un biais, les partenaires sociaux, progressivement, dans leur champ de responsabilité, c'est-à-dire 1/3 des 400 milliards. Il y a 100 milliards à GR Carco, où les partenaires sociaux pilotent. Alors,
ils ont fixé progressivement un cadre de pilotage avec des règles. Alors, des règles sommaires, 6 mois de réserve, enfin ils pilotent aussi avec les réserves et le niveau, demain je crois qu'ils se réunissent pour savoir de combien, en France on va parler de l'année blanche, mais pour les retraites à Agirc-Arrco, la réunion pour la revalorisation c'est demain. Mais avec ces règles de pilotage. Je pense que dans le conclave, quand on a parlé de pilotage, il y avait effectivement une volonté de regarder si on ne pouvait pas avoir des outils de pilotage, j'allais dire, semi-automatique, et notamment l'espérance de vie. Alors, quand on a rappelé que ça existait depuis 2003, mais que ça avait été débranché après. Ça avait été renforcé en 2010 et débranché en 2014. C'est toute la difficulté. Patrick, au profit d'une inscription dans la loi, oui, de la montée de la durée de cotisation. Oui, mais... peut-être pour s'éviter d'avoir à redébattre chaque année, ce qui n'était pas facile. Mais vous voyez, le pilotage, c'est des objectifs et des indicateurs associés. Ce n'est pas des objectifs, il faudrait un niveau de vie suffisant. Il faut le donner et prévoir, est-ce que c'est tous les 5 ans, pas tous les 5 ans. Ça, je pense que les partenaires sociaux, en tout cas, ils sont assez prêts à s'investir dans un mécanisme de cadrage de cet ensemble. Bon, ça ne réglera pas tout. Ça ne réglera pas tout et on voit bien qu'y compris dans les pays à l'étranger, de temps en temps, il y a eu des débrayages des systèmes semi-automatiques. Mais ça devrait pouvoir nous sortir du psychodrame permanent, enfin permanent, c'est pas permanent, quand le politique est obligé de s'y recoller. Alors, avec un objectif d'équilibre qui est mal défini non plus, mais avec un objectif d'équilibre, et en plus en ajoutant que c'est la dernière. Tous les 3 ou 4 ans, on dit que c'est la dernière, et puis on y recommence, et ça noue encore un peu le sujet. Je crois aujourd'hui qu'on ne pourra pas progresser dans ce domaine-là si on ne remet pas les choses un peu à plat. Ça ne veut pas dire un système universel, parce que là aussi, dans le conclave, on a bien vu quand même que les problématiques du privé, les problématiques du public ne sont vraiment pas les mêmes. Les caractéristiques démographiques. Oui, et puis sans revenir sur le déficit caché qui permettrait, enfin il y a un excellent article de Patrick Aubert sur le sujet qui permet aussi d'éclairer raisonnablement. Je dis raisonnablement parce qu'il y en a d'autres qui éclairaient moins raisonnablement. Une partie du déficit de l'État qui n'est pas compté avec les régimes obligatoires de base. On voit bien qu'au-delà du psychodrame politique aujourd'hui, si on veut progresser sur ce sujet, c'est-à-dire que si on veut qu'avec les 80 ans de la Sécu, on se projette pour pouvoir fêter les bougies, enfin pas moi, mais les 100 ans, on voit bien qu'il faut remettre un peu les choses à plat. Moi, je sens que les partenaires sociaux, ils sont prêts. Alors quand on dit sont prêts, je voyais que le nouveau Premier ministre dit oui, ce serait bien que les partenaires sociaux s'en occupent. Quand je dis qu'ils sont prêts, on a tutoyé aussi les limites de l'exercice. Quand on pilote l'Agirc-Arrco, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, c'est plutôt bien piloté, mais c'est moins compliqué que de piloter l'ensemble. Et quand on pilote l'ensemble, les partenaires sociaux ont commencé à voir que la mise en commun de moyens, des réserves et tout, ça posait un certain nombre de difficultés, ou en tout cas d'interrogations. Ça a mis les avocats et la CGT dans la rue en même temps au moment de la réforme système universel de retraite. Oui, absolument. Oui, il reste quand même que derrière, ça a été évoqué, la réflexion dans un régime en répartition de réserves, qui est un sujet extrêmement différent du sujet de la capitalisation. À quoi servent les réserves? Comment est-ce qu'il y a un niveau optimal de réserve ou pas? C'est un sujet, on l'a à peine abordé. On a abordé beaucoup de choses dans le conclave. On n'a pas débouché sur énormément de choses, mais on a abordé beaucoup de choses. Et j'ai le sentiment que, notamment grâce à la réactivité, à la performance de l'appareil d'État, les partenaires sociaux, ils étaient plutôt intéressés. Oui. Parce qu'ils pouvaient mesurer les conséquences de chacun des choix qui pouvaient être faits. Ils étaient plus éclairés sur les différences, y compris entre régimes. Patrick. Oui, peut-être pour rebondir à ce que disait Monica par rapport à ce que je disais. En fait, moi je pense effectivement avoir des outils, essayer de. Enfin, c'est une bonne idée parce que ça, voilà, on rend. C'est aussi une manière de rendre les choses transparentes, mais c'est typiquement l'exemple de. C'est pas une solution magique. En fait, des règles, ça marche que si c'est la transcription de certains choix d'une volonté politique. Et évidemment, le politique va pas l'exprimer sous la forme de formules de calcul mathématiques. Ça, c'est le rôle des techniciens. Donc, il faut qu'à la base
base, il y a eu des choix explicites sur comment on partage les efforts entre les générations actuelles et futures, par exemple. Et c'est après seulement si les règles mettent ça en œuvre et qu'on était d'accord dessus que ça marche, parce que sinon, il se passe exactement ce qui est dit, c'est qu'en fait, quand on comprend ce qu'on a fait, tout de suite, la tentation, c'est de débrancher. Et pour revenir sur l'exemple des 2 tiers, 1 tiers, c'est d'une certaine manière particulièrement marquant, parce que c'est une règle qui a été créée par la réforme de 2003, donc qui a priori prévoyait l'augmentation progressive, sauf que la réforme de 2003, elle a aussi créé les carrières longues. Si on avait interprété le 2 tiers, 1 tiers de façon globale avec des carrières longues, la logique ça aurait été que les carrières longues soient compensées par une hausse plus forte pour les autres. Et c'est pas ce qu'on a fait. Donc en fait, on a dit 2 tiers, 1 tiers, sauf pour, point. Et en fait, depuis le début, on fait que ça. Donc c'est un peu ça la difficulté. C'est on utilise des choses donc c'est très bien, mais on les utilise plutôt comme des slogans, comme des messages, et pas comme des choses auxquelles on croit vraiment et auxquelles on va vraiment se tenir. Et donc c'est ça, voilà, c'est un peu ça ce qu'il faut réussir à faire, ce qu'il faut réussir à dépasser, de penser vraiment ce qu'on dit. Monica, vous faites réagir, mais il y avait peut-être une question par rapport aussi à ce que Jean-Jacques Marette disait, qui est les lois annuelles de financement de la sécurité sociale ne sont pas le cadre approprié pour cet horizon de court moyen terme, effectivement, 10-15 ans, qui est suffisamment proche pour qu'on puisse avoir les principaux déterminants à peu près fiables. Fiable, et puis pas trop long non plus. Est-ce qu'il y a des pays qui ont gravé dans une sorte de loi cadre ou de sorte de contrat social, de pacte sur les retraites, ces points effectivement, quelle finalité, quel principe, qu'est-ce qu'on veut préserver, qu'est-ce qui va nécessairement bouger, parce qu'il y aura des années plus maigres ou des moments plus difficiles pour les régimes. Est-ce que ça existe, ça ? Ça, c'est une super bonne question, parce que nous, on se pose la même question. Et on va proposer à nos pays membres de faire une étude justement sur les différentes façons de commission, de conseils, de instituts de recherche qui influent sur cette discussion nationale chaque fois. Ceux qui m'ont beaucoup impressionné, c'était les Australiens et les Néo-Zélandais qui ont fait des études démographiques, mais ils ont inclus aussi le climat et d'autres grandes questions à long terme, où ils ont fait comme une espèce d'évaluation, un audit des comptes publics en regardant en avant. Mais même si on arrive, moi je ne suis pas très optimiste que finalement, comme disait Patrick, que ça va vraiment être appliqué. Depuis quand est-ce qu'on sait qu'en 2025, le vieillissement commence vraiment à se faire sentir? Et ça on sait depuis toujours, et dans quelques pays plus que dans d'autres. Et quand je regarde en Allemagne, et la discussion maintenant, c'est « Oh là 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 là, ça devient grave, mais il faut une grande réforme de retraite ». Mais non, ça va servir à absolument rien. Mais quelle grande réforme de retraite? Il n'y a pas de solution magique où on peut dire maintenant on change tout et là, tout d'un coup, les retraités ne sont plus là. Quand on est une société vieillissante et on a tous ces retraités, il faut payer. Et il n'y a pas d'autre possibilité. De déni, ou de refus de regarder, parce que la démographie passée, c'est comme un glacier, ça avance très très lentement, et au final, on se la prend comme une avalanche à chaque fois, quelque chose qui tombe comme ça. On peut, et c'est très bien, là, ils viennent de passer la semaine dernière une décision dans le cabinet de dire on veut inciter les gens à travailler plus longtemps, et ils peuvent gagner jusqu'à 2 000 € sans être imposés. Donc comme un crédit d'impôt de 2 000 € pour des personnes qui sont retraitées, qui travaillent encore. Très bonne idée. Augmenter ça va être très bien. Mais ça ne va pas sauver complètement l'augmentation du système de retraite, dans le sens que, moi je pense personnellement, il ne faut pas sauver les systèmes. Les systèmes vont très bien. Il faut juste être conscient du fait que ça coûte ce que ça coûte quand tous les baby-boomers vont prendre la retraite. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Ou ça va se calmer, disons. Mais ça va prendre du temps. Et certainement, comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, la capitalisation, ça revient comme un autre moment de « Ah oui, mais si on capitalise, on va tout sauver. » Mais non, on va payer 2 fois. Maintenant, si on capitalise, on paie 2 fois. On paie pour les retraites courantes et pour ceux qu'on doit économiser. C'est pas peut-être, si on a une grande pression, c'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer ça. Mais ça revient cycliquement, tout le temps, avec ces idées, et c'est surtout cette idée d'une grande réforme qui va tout changer. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas. Ouais.
Ça rejoint une question qui est posée dans le chat, mais vous y avez déjà presque répondu sur cette forme de mirage, effectivement, d'une sortie par la capitalisation. Et ensuite, c'est vrai quand même, quand on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui calculent en fait le rendement actualisé de s'ils ne payaient pas de cotisation salariale, qu'ils le plaçaient raisonnablement, je ne sais pas si c'est en obligation du Trésor ou dans un mix qui ressemble à l'assurance vie, il pourrait partir presque à 45 ans avec 100 000 euros par an. Non, mais c'est dans ces calculs qui ressemblent parfois un peu à des pyramides de Ponzi, d'une certaine façon. Et ça, voilà, l'idée que ça puisse intervenir peut-être effectivement comme un complément, un volet complémentaire, mais sa substitution semble très difficile. Alors, peut-être, oui, sur la capitalisation, je ne sais pas si Monica, vous souhaitiez prolonger ce qu'on voit beaucoup. Parce que ça aussi, ce n'est pas nouveau. Je m'en souviens d'une grande discussion à la fin des années 90 sur exactement ce sujet. C'est donnez-nous l'argent et nous, on va mieux investir. C'était surtout un mouvement de jeunes. Ça a tenu jusqu'au premier crack. Oui. Et après, c'était, finalement, peut-être l'assurance sociale n'est pas si mal. C'est vrai, c'est vrai. Après, on n'est plus dans les taux de rendement internes de 1 pour 7 ou 1 pour 4 aussi que garantissait le système de retraite quand il y avait beaucoup d'actifs et beaucoup moins de pensionnés. Alors, peut-être en un mot ou un dernier mot pour chacun et chacune d'entre vous, un petit peu, quel serait le conseil, non pas pour réformer, non pas pour recréer d'une certaine façon les conditions d'un débat plus serein, mais pour recréer de la confiance dans les systèmes de retraite. J'avais l'impression en écoutant Monica Kaiser que, traverser une tempête, on réduit un peu les voiles, on ferme les écoutilles, et à un moment, ça va se calmer, quoi. Est-ce qu'on peut tenir, ou qu'est-ce que vous direz comme argument pour rassurer, notamment les plus jeunes ou les 40-55 ans qui sont très inquiets actuellement, et peut-être parmi ceux qui sont les plus opposants à ces mesures d'âge, par exemple, actuellement. Qu'est-ce qui pourrait cimenter un peu l'opinion autour vision confiante dans l'avenir? Moi, je pense que ça va être très très bien fait avec le début des travaux de M. Delevoye. Pour le nouveau système, la communication a été excellente. Le fait de traverser le pays et faire des événements pour parler aux citoyens partout, c'était très bien. Donc, moi-même, j'ai participé aussi à ça et j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien fait. Et je pense qu'il faut vraiment informer. Il faut laisser les gens eux-mêmes poser des questions et ne pas seulement laisser les politiques parler pour eux. Parce que si vous regardez les chaînes d'infos, il y a toujours des gens qui disent « Ah non, c'est un scandale, ils ne peuvent pas jusqu'à 60 ». Mais ce n'est jamais des gens qui sont vraiment concernés, qui ont un débat. C'est plus les politiques qui prennent des âges de retraite et puis après mettent ça en avant. Mais c'est compliqué. Je pense que si on savait comment faire, parce qu'on essaie de ça depuis toujours. Une approche très citoyenne, très pédagogique, en fait, de repartir un peu à la base. Oui, peut-être, je pense ce qui peut aider, c'est de revenir aux fondamentaux. Moi, quand on me dit ça, quand on me dit, mais en fait, le système de retraite va s'écrouler, je rappelle quand même la force d'un système par répartition, et je dis, si le système de retraite s'écroule, c'est que la France s'est écroulée. Voilà. Et dans ce cas-là, on aura peut-être d'autres problèmes, mais tant que juste, en fait, c'est cette force, c'est l'ensemble des actifs qui cotisent. Et c'est pas, parce qu'en fait, on mélange, au pire, voilà, on abaisse les pensions. Alors je sais plus, le corps calcule chaque année, mais voilà, au pire, s'il fallait vraiment équilibrer, donc ce serait une baisse qui est sensible, mais il y aurait quand même des retraites qui s'est payées. Donc voilà, peut-être rappeler ça, et puis rappeler, ce que je disais, c'est aussi une construction. Donc c'est en fait, tout est possible. C'est uniquement une question de choix et surtout d'assumer, de dire tout est possible, mais il faut faire des arbitrages. Il faut être conscient que si on veut avantager les uns, on n'avantagera pas les autres, etc. Et donc peut-être rappeler ça, en fait, à la fois ce champ des possibles dans un cadre de choix collectifs. Peut-être, ça peut aider. Très bien, merci beaucoup. Jean-Jacques Marette, maintenant. Je suis conscient qu'il y a une élection présidentielle en principe en 2027, et que dans les 6 mois à venir, il y a quand même une fenêtre de tir pour essayer de retrouver un socle. Alors,
Quand je dis réécrire le livre blanc de 91, faut regarder d'ailleurs. Je rappelle que Michel Rocard avait prédit que ça ferait tomber 3 ou 4 gouvernements. Oui, il était visionnaire, mais il n'avait pas trouvé que ça en ferait tomber autant que ça d'ailleurs. Mais en tout état de cause, je pense qu'il faut trouver une formule. Et une formule, alors Monica parlait des travaux de Jean-Paul Delevoye, qui puisse associer partenaires sociaux, démocratie sociale et démocratie politique, et puis essayer d'infuser dans l'opinion publique. Donc il y a 6 mois qui sont importants sur le sujet. Et puis, dernier mot, moi je suis frappé par le fait que quand même, à la maison, moi, ma femme ne supporte plus d'entendre parler de retraite. Mais c'est pas moi qui en parle. C'est effectivement à la radio, dès qu'on ouvre ou quand on lit les bons journaux. En fait, je suis frappé aussi par le fait que les prestations retraite, c'est plus haut que 5 fois le budget de l'éducation. Pour sauver les retraites, je rêve d'un pays où on parle 5 fois de plus d'éducation que de retraite. Donc il faut qu'on décentre le débat. Ben écoutez, un très grand merci à vous 3. Je pense qu'on a fait un bon tour de la question et nous allons faire une petite pause, marquer une pause et on se retrouve à 15h pour une table ronde autour des politiques de transformation de l'offre au bénéfice des personnes en situation de handicap et des personnes âgées et très âgées, parce que nous avons aussi ce sujet de l'accompagnement de l'autonomie de cette population vieillissante. Voilà, la révolution de la longévité impacte aussi d'autres types de branches et d'accompagnement. Merci beaucoup à vous et à tout à l'heure.